Bonjour, bienvenue à LVA TV. Sur le plateau aujourd'hui, nous recevons Émilie Lessard-Terrien de Québec solidaire. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous avions reçu Manon Massé sur ce plateau pendant la campagne provinciale. Puis vous êtes de passage à Québec, donc oui. Vous êtes venu nous voir. Vous êtes critique en agriculture pour Québec solidaire. Exact. Alors, vous avez certainement beaucoup de choses à nous apprendre sur les projets de Québec solidaire en agriculture. Dans un premier temps, peut-être juste pour mieux vous connaître, moi j'ai regardé sur Internet, j'ai trouvé que vous étiez aussi agricultrice et que vous faisiez de la farine artisanale et locale à partir de grains du Témiscamien. Du Témiscamingue. Des grains Témiscamiens. Oui, c'est ça. Et en fait, je voulais savoir, vous le faites pour qui? C'est pour l'agriculture de proximité? C'est à grande échelle? De quelle façon ça se passe? On est à très petite échelle. Dans le fond, nous, on a acheté une ferme qui n'était plus en fonction à l'automne 2016. Donc, on a mis en place là, petite production maraîchère. On voulait faire aussi un petit peu des œufs de consommation. Et éventuellement, on a acheté un moulin là, pour moudre des grains locaux. En même temps, je vous dirais qu'on n'a pas pu développer l'entreprise comme on aurait souhaité le faire parce que le premier été, j'étais enceinte de 7 mois. Donc, ça avait limité un petit peu les activités sur la ferme. Mais l'été dernier, j'étais déjà en pré-campagne électorale. Donc, on fait ça un peu à travers nos autres projets, mais c'est quelque chose qu'on voudrait développer. Mais ça vous a permis de voir déjà de près quelles étaient les possibilités ou les non-possibilités en agriculture? Oui, définitivement. Puis en fait, moi, je proviens pas d'un milieu agricole. Mes parents, ma mère, elle est plus du domaine de la santé. Mon père est dans les affaires. Mais à l'âge de 20 ans, je suis allée travailler sur une ferme laitière comme ça pour me challenger, si on peut dire. Puis j'ai vraiment découvert un grand amour pour l'agriculture. Puis suite à ça, j'ai voyagé au Costa Rica où j'ai travaillé sur un ranch là, qui était très multifonctionnel au niveau de l'agriculture. Puis au retour de mon voyage, j'ai travaillé pendant longtemps dans une bergerie. Donc j'étais bergère à temps partiel en même temps que de travailler dans une école secondaire. Et suite à mes études, quand j'ai fait un retour au Témiscamingue, on dirait que j'ai eu besoin de me réapproprier beaucoup mes racines témiscamiennes. Et mon conjoint œuvre dans le domaine de la télévision communautaire. Donc ensemble, on a réalisé un long métrage documentaire qui s'appelle L'anecdote agricole sur l'agriculture au Témiscamingue avec toute une série documentaire là, sur les 10 entreprises qu'on a rencontrées. Ce qui vous a permis d'aller en profondeur et de comprendre les enjeux. Absolument. Et ça, c'est un projet qu'on a fait en 2015 et ça a été très porteur pour moi pendant, entre autres, la campagne électorale parce que j'étais vraiment au fait de la réalité des producteurs agricoles. Et puis en même temps, parallèle à ça, quand j'étudiais à l'université, j'avais beaucoup de cours en géographie, en histoire, puis je dirais que l'agriculture, c'était toujours un peu l'espèce de fil conducteur de mes travaux. C'est vraiment quelque chose que je suis depuis plusieurs années là, de façon vraiment approfondie dans l'actualité, un peu partout. Donc sans être une grande spécialiste, c'est quand même quelque chose que je connais un petit peu. Puis vous, qui êtes maintenant critique agricole pour Québec solidaire, élu, vous avez certainement espoir qu'un jour Québec solidaire prenne le pouvoir au Québec. Donc ça veut dire critique agricole, ça ne veut pas dire qu'on devient forcément ministre de l'Agriculture, puisqu'on l'a vu à la CAQ, ce n'est pas la critique agricole qui était à l'agriculture. Mais mettons que vous seriez ministre de l'Agriculture un jour. D'abord, vous portez un nom, Émilie Lessard-Terrien, qui est peut-être prédestiné un jour à être à l'agriculture. Lessard, ça revient souvent à l'agriculture. Pas toujours pour du bien, mais ça revient souvent. Je voulais savoir, pour vous, dans votre cas, vous feriez quoi comme grands enjeux en agriculture pour vraiment développer l'agriculture? Vous auriez quelles actions? Bien, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Puis en fait, ce que moi, je trouve le plus déplorable, c'est que depuis longtemps, j'ai l'impression que l'agriculture tombe dans une craque. On n'en fait pas une priorité au sein de l'appareil gouvernemental. Puis moi, ça, je trouve ça déplorable parce que l'agriculture, je veux dire, on mange 3 fois par jour, c'est fondamental. Se nourrir, c'est un de nos besoins de base les plus primaires. Donc, moi, je voudrais apporter une espèce de réflexion, entre autres, justement, avec le contexte actuel où la lutte au changement climatique, moi, je pense que l'agriculture a son rôle à jouer dans la lutte au changement climatique. On parle beaucoup, de plus en plus, on sent la population qui a envie de mieux s'alimenter, de mieux savoir ce qu'ils mangent. On a vu l'apparition des circuits courts de plus en plus. Les gens sont friands de ça. Mais je trouve qu'en amont, on ne facilite pas la vie des agriculteurs et surtout des petits agriculteurs, de l'agriculture à petite échelle pour amener davantage de produits dans l'offre alimentaire. J'aimerais aussi aborder le sujet de la souveraineté alimentaire, donc c'est très lié. On a perdu beaucoup
de production alimentaire depuis les années 80. On a déjà été beaucoup plus autosuffisant en termes de nourriture au Québec. Et moi, je pense qu'il faut remettre l'accent là-dessus, développer des politiques nationales d'approvisionnement en produits locaux dans toutes les institutions publiques, les institutions parapubliques. Je pense qu'il y aurait un grand chantier à mettre là de l'avant. Dans le discours que vous tenez, il y a beaucoup de propos qui sont assez similaires à ce que l'Union paysanne défend en fait. Et je sais que on s'est croisés samedi, vous êtes passé au congrès de l'Union paysanne à Québec. Le ministre Lamontagne y était présent aussi. Il a fait un discours qui a été repris par les médias généralistes comme étant un discours porté sur les ayatollahs de l'environnement. En même temps, si vous avez entendu le discours au complet comme nous, en fait, je pense qu'il y a eu une réelle ouverture du ministre, en tout cas dans la discussion, auprès de Dominique Lamontagne, qui a été très encensé, l'auteur de La Ferme Impossible. Il a parlé beaucoup de Seguin et de son film La Ferme et son État. Il a parlé beaucoup du rapport Pro-Nouveau en parlant comme étant l'étoile du Nord. D'entendre un ministre caquiste, qui sont souvent critiqués par rapport à l'environnement, qui dit ça vous a interpellé ou ça vous a plu, ça vous a surpris? Bien, ça m'a interpellée dans le sens, comment je pourrais vous dire, moi j'étais déçue de ne pas avoir à prendre la parole comme critique en agriculture devant le Congrès. En même temps, c'est pas la faute de l'Union paysanne, c'est parce que ma présence n'était pas prévue. Mais comme je vous disais, en entrant dans le studio, mon avion n'est pas parti jeudi soir. Donc, comme j'étais à Québec, je suis restée à Québec, je me suis dit, je vais aller faire un tour. Et c'est sûr que moi, j'ai apprécié d'entendre cette ouverture-là de la part du ministre. Par contre, j'étais un peu déçue de voir qu'il n'a pas nécessairement pris plus d'engagement que ça pour justement atteindre son objectif de dire ben, le rapport Pronovo, c'est mon étoile du Nord, mais moi je trouve qu'il y a des choses absolument pertinentes dans le rapport Pronovo. Quand on parle de diversifier les modèles en agriculture, quand on parle de faire davantage de place à la petite agriculture, j'aurais aimé ça qu'ils se commettent plus à ce niveau-là et je pense que dans son propre ministère, il a des leviers très intéressants pour développer l'agriculture à petite échelle. Quand on parle d'augmenter les seuils hors quota au niveau de la production avicole, la production des œufs, la production laitière, la volaille, en fait, c'est lui qui détient ces leviers-là, qui a un pouvoir d'action là-dessus. Moi, j'étais déçue qu'il n'en parle pas, au même titre que développer davantage la transformation à la ferme. Il en a parlé un peu avec Dominique Lamontagne, entre autres, mais est-ce qu'on est face dans ce cas-là à un ministre de l'Agriculture qui, personnellement, au fond de lui, a une certaine conviction de ce que vous portez, en fait, de ce que porte Dominique Lamontagne, de ce que porte Marc Séguin, ou de ce que portait Pronovo, mais qui, parce que la machine dans laquelle il est au MAPAC, ou parce que la machine du parti dans lequel il est, qui s'est engagé à ne pas nuire au monopole de l'UPA, fait en sorte qu'il ne pourra peut-être pas aboutir son discours? Ben, en même temps, je veux dire, c'est lui qui est le ministre. C'est à lui de bien savoir convaincre son équipe et les gens qui sont en dessous de lui de la pertinence d'adopter cette révolution-là agricole qu'on pourrait appeler. Je veux dire, il doit porter une vision et savoir bien la transmettre aux gens qui sont en dessous de lui. Je pense que ça, c'est un des rôles fondamentaux de sa position de ministre. En même temps, moi, j'ai bien entendu aussi la femme qui s'est levée, qui lui a posé la question par rapport à l'étiquetage des OGM et qui l'a interpellé sur le fait que c'était un élu. Et c'est les citoyens qui l'ont mis au pouvoir, qui bénéficient d'un immense privilège d'être dans la position dans laquelle il est et qui doit se coller aussi à ce que les gens qui l'ont porté au pouvoir souhaitent. Notamment, là, c'était par rapport à l'étiquetage des OGM. Mais moi, j'ai trouvé l'intervention très pertinente où c'est vrai, il faut être à l'écoute aussi de ce que les citoyens veulent et il a un pouvoir. Moi, j'aimerais bien avoir le pouvoir qu'il a en ce moment entre les mains pour faire avancer les choses. Vous seriez ministre de l'Agriculture demain matin, ou pas demain matin, c'est impossible, mais dans 4 ans peut-être. Est-ce que vous revendiqueriez le pluralisme syndical comme le Québec solidaire l'a dit dans son programme, même si on sait que chez Québec solidaire, ça va et ça vient là-dessus? En fait, on maintient la position, on est en faveur du pluralisme syndical, ça c'est officiel. Je veux dire, juste dans la vision que nous avons, que les gens puissent avoir le choix, pour nous, c'est très légitime. Reconnaître l'Union paysanne, effectivement, je pense que ça ferait partie des cartons assez vite. En même temps, c'est sûr qu'on ne peut pas faire fi non plus, du pouvoir
de l'importance que l'UPA a actuellement. C'est des choses qui se travaillent graduellement. On ne peut pas arriver du jour au lendemain comme ça, mais c'est sûr qu'on l'aura dans les vouloir la cartons. présence de l'Union paysanne, est-ce que c'est forcément nuire à l'UPA? Bien, pas du tout. Puis en fait, au contraire, nous, c'est comme ça qu'on présente aussi à l'UPA, c'est de dire vous allez pouvoir vous développer des secteurs de niche parce que l'agriculture, elle est très, très diversifiée. Et moi, je proviens d'un territoire agricole et je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont insatisfaits actuellement de la représentation qu'ils ont de l'UPA. Et je veux dire, c'est un domaine qui est tellement vaste, c'est clair qu'ils ne peuvent pas plaire à tout le monde. Donc, si on avait le pluralisme syndical, nous, ce qu'on pense, c'est que les différents syndicats vont pouvoir développer des valeurs de niche, un peu des productions de niche davantage. Donc, nous, on voit ça juste comme étant du positif. Donc, c'est ce que je peux en dire. 3 sujets que j'aimerais aborder avec vous. Oui. La crise du sérum. Oui. Que vous avez suivi, comme tout le monde, dans les médias généralistes, peut-être un peu chez nous aussi, mais les médias généralistes en ont beaucoup parlé. Comment vous faites, quelle lecture vous faites comme critique agricole de cela? Bien, en fait, moi, je trouve que on n'a pas beaucoup insisté sur le fond de la chose. On a beaucoup parlé des circonstances entourant le congédiement de M. Robert. Moi, je demande à ce que M. Robert soit réintégré dans ses fonctions dans les plus brefs délais, qu'il soit compensé, effectivement. Mais une fois que ça a été dit, je trouve que ce que M. Robert avait révélé, on n'en a pas assez parlé, de parler de l'ingérence du privé dans cet organisme qui est financé en grande majorité par les fonds publics, puis de parler du fond de la chose, c'est-à-dire la nécessité d'utiliser les néonicotinoïdes dans la grande culture qui finalement n'a pas nécessairement l'impact qu'il devrait avoir. Les résultats de l'utilisation de ces pesticides-là ne justifient pas qu'on l'utilise parce qu'il n'y a pas nécessairement plus de rendement. On sait que la France, notamment, a interdit l'utilisation de ces pesticides-là depuis l'automne dernier. Donc, moi, j'aurais aimé ça qu'on s'intéresse davantage à ce qu'il avait à révéler plutôt que de le mettre au rencard et de museler en quelque sorte ce qu'il avait à dire. Geneviève Lalumière, qui est passée ce matin nous voir, la vice-présidente du Centre paysan, a suggéré dans l'entrevue en fait, que peut-être que l'Union paysanne devrait avoir des représentants au centre de recherche sérum. Bien, moi, je pense que la présence citoyenne devrait peut-être être davantage entendue. C'est une, je pense, des forces de l'Union paysanne. C'est qu'il y a, oui, il y a les représentants du secteur agricole, il y a les citoyens aussi qui y sont présents, des gens qui se sentent très interpellés par la cause agricole. Moi, je pense que ces gens-là devraient avoir voix au chapitre, justement, dans ce qui a trait à la recherche au niveau des grandes cultures, entre autres. Donc, de diversifier les gens qui sont assis autour de cette table-là, c'est certain que je trouve que c'est absolument logique comme façon de penser. Là. Les 2 derniers sujets que j'aimerais aborder avec vous, ça a lien directement à la terre agricole. Il y a un sujet local, mais qui en fait qui a une valeur nationale, mais qui est local à Québec. Je pense que vous connaissez bien, c'est le dossier des terres des Sœurs de la Charité, sur lequel plusieurs organisations, Voix citoyennes ou l'Institut Jean Garon, ont travaillé pour essayer de sauver ces terres agricoles. Monsieur Zanetti est dans ce secteur-là, donc je pense que vous êtes bien au fait de ça. Oui. Le dossier en est où là actuellement? Est-ce qu'il y a espoir que les terres des Sœurs de la Charité restent des terres agricoles ou c'est vraiment perdu et ça va être Oh non, je ne pense pas que ce soit perdu et je pense qu'à partir du moment où les gens vont sentir que, bien, comment je pourrais dire, où on va avoir l'impression que c'est perdu, il va y avoir un gros soulèvement, j'ai l'impression. En ce moment, on n'en entend pas tellement parler, je trouve, sur les tribunes nationales. Il y a beaucoup de travail qui se fait. Il y a des gens qui sont très impliqués, des gens qui sont des avocats qui sont impliqués dans le dossier, qui font avancer les choses. Il y a des rencontres qui se trament aussi avec les ministres. Je pense que on peut en faire un... Ça va peut-être devenir symbolique à un moment donné, cet enjeu-là des terres des Sœurs de la Charité, ou qu'est-ce qu'on fait de notre agriculture, qu'est-ce qu'on fait de la présence de l'agriculture dans des centres plus urbains, et aussi du rôle que la loi sur la protection du territoire agricole doit jouer. Donc, c'est les 40 ans depuis le mois de décembre. Ça a décembre. été les 40 ans, et oui, et moi j'ai assisté à la période d'échange qu'il y a eu autour de ce 40e anniversaire-là qu'il y a eu au sommet de la tour du Stade olympique en novembre dernier. Et moi, je peux vous dire que la loi... dans les grands centres, on dirait qu'elle ne joue pas le rôle qu'elle devrait jouer. Quand on voit tout le dézonage qu'il y a eu dans la région de Montréal, la région métropolitaine, où on a construit des autoroutes, on a construit des centres commerciaux, c'est le garde-manger des Québécois qui est grugé année après année dans les grands centres. C'est ce qu'on veut faire aussi à Québec. Et moi, je peux vous dire qu'en région, puis je l'ai abordé au moment de la réflexion, c'est cette loi-là peut devenir aussi...
c'est comme si elle ne jouait pas les bons rôles aux bonnes places. En région, elle peut être très contraignante pour développer des projets agricoles et en ville, elle ne joue pas son rôle de protéger le territoire agricole. Comme si ça prenait deux lois, une loi pour les villes et une loi pour les régions. En fait, ou de donner des... moi, le mur à mur, d'emblée, j'ai un peu de difficulté avec ça parce qu'effectivement, on a des réalités qui sont plutôt différentes. Et moi, je donnais l'exemple quand j'étais à cette rencontre-là où il y a un citoyen dans mon comté qui possède des lots agricoles. Il est à la Tulipe, un petit village là, dans le secteur est du Témiscamingue, et possède 3 lots qui sont sur le bord du lac. Mais la moitié de ces lots, c'est du cap rocheux, c'est des arbres rabougris exposés au vent. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre en valeur au niveau agricole, mais lui aimerait pouvoir mettre ce bout de terrain-là en valeur au niveau du tourisme d'aventure, faire un sentier de raquettes, aménager peut-être des petits refuges sur le bord du lac. Puis mais ça lui est refusé. Ça lui est refusé. Et là, ce que ça fait, c'est que ça ouvre la porte aux accapareurs, aux promoteurs immobiliers qui ont déjà acheté la moitié du rang. Et là, lui disent, nous, on t'offre 50 000 $ pour chacun de tes lots. Et lui, il sait qu'il ne peut pas rien faire avec ça. Il est pris avec un dilemme moral de dire, moi, je veux que ces terres-là continuent de nous appartenir. Moi, je veux utiliser ces terres-là pour en faire un enjeu de développement positif pour ma communauté. Et là, ça m'est refusé. Et là, je pourrais cracher sur 150 000 $ comme ça tout d'un coup. C'est ça que ça fait en ce moment, c'est que ça l'ouvre la porte aussi aux accapareurs de terre. Et ces gens-là, c'est des promoteurs immobiliers, ils viennent de l'Outaouais, qui ne mettront jamais les pieds au Témiscamingue, qui vont attendre que ces terres-là prennent de la valeur et qui vont les revendre dans 10 ans à des promoteurs encore plus gros qui vont venir de l'extérieur. Donc, c'est ça que ça fait aussi. Alors, vous venez d'ouvrir le dernier sujet qui est l'accaparement des terres. Oui. Parce que je voulais savoir votre position. On sait qu'il y a des positions qui sont assez polarisantes sur l'accaparement des terres. L'UPA est persuadé que c'est les Chinois, qu'on n'a pas encore vus. En tout cas, moi, on les voit à Témiscamingue, moi, je peux vous le dire. Nous, on ne les a pas vus au Québec, en tout cas. D'autres sont persuadés que c'est Pangea qui fait du mal à tout le monde. Nous, on a rencontré aussi des producteurs de Pangea, des jeunes producteurs qui sont associés à Pangea, qui sont heureux d'être là-dedans. Puis d'autres nous disent, comme Sylvain Charlebois, il y a récemment, nous a dit, finalement, le problème, c'est la gestion de l'offre parce que les producteurs du Québec ont trop d'argent et en fait, ils remettent l'argent dans les terres. Donc, il est où le vrai problème et vous feriez quoi, vous? En fait, moi, je pense que, on le sait, les terres, c'est ce qui a le plus de valeur dans une entreprise agricole parce que ça ne va que constamment. C'est la valeur la plus sûre. Là, je veux dire, la terre, on ne peut pas partir avec. Elle va toujours rester là, elle va toujours prendre de la valeur. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est la perte de la souveraineté des entreprises agricoles sur leurs terres et aussi c'est le frein que ça impose à la relève. Nous, on est quand même chanceux, en Abitibi-Témiscamingue. Au Témiscamingue, entre autres, on est dans les derniers endroits au Québec où les terres sont relativement encore abordables. On parle entre 1 000 à 2 000 $ l'acre. Mais quand on arrive dans une région comme la Montérégie, où on est à 15 000 $ l'acre... C'est là où Sylvain Charlebois parle de l'effet gestion de l'offre en disant il y a tellement eu d'argent de fait avec le système de quotas, il y a tellement eu d'enrichissement de fait avec le secteur laitier que finalement, ils achètent des terres bien plus que les investisseurs, que les fonds. C'est vrai, ça, ou pas? C'est une bonne question. Il faudrait que je le documente. Là. Je vous avoue, là, d'emblée, j'aurais peut-être pas de réponse à ça, mais en même temps, c'est sûr que plus les gens possèdent de superficie, plus ils sont déjà gros, plus c'est facile après de juste continuer de grossir. Et c'est là qu'ils deviennent complètement inachetable pour des petits qui voudraient commencer. Et avec justement la loi sur la protection du territoire agricole, c'est difficile de morceler pour avoir des plus petits lopins de terre pour faire des plus petits projets. Et ce que ça fait, c'est que plus les gros deviennent grossis, moins on a d'occupation du territoire parce que puis c'est souvent utilisé pour de la grande culture, pour de la culture céréalière qui ne demande pas une présence à la ferme à l'année longue. Et ça, on le voit au Témiscamingue aussi, où on a perdu énormément de petites fermes laitières se font racheter par les voisins. Les gens, avec tous les accords de libre-échange qu'il y a eu, etc., la production laitière perd beaucoup de gabarit, je peux dire. Donc, les fermes, les gens abandonnent la production laitière, se tournent plutôt vers la production céréalière et là, rachètent les voisins. Donc, on n'a plus de maison sans acre, on a une maison aux 700-800 acres. Donc, pour l'occupation du territoire, une des solutions serait à nouveau d'accepter du morcellement dans la loi. Entre autres, accepter du morcellement, mais après, moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand j'ai fait mon documentaire en 2015,
On a une famille au Témiscamingue, sur les 5 enfants qui sont dans la quarantaine aujourd'hui, il y en a 4 qui sont en production laitière, qui sont en agriculture. Et on est allé filmer un de leurs brunchs familiales le matin parce que là, ils ont plein d'enfants, petits-enfants, puis c'était un gros party de famille. On est allé filmer un peu comment ça se passe dans leurs échanges et il y avait un de ces producteurs-là qui disait, déjà en 2015, vous devriez voir ce qui se passe en Chine. En Chine, ce sont des gros investisseurs qui achètent des gros lopins de terre et là, ils engagent des employés au salaire minimum pour cultiver la terre. Et justement, pour revenir sur les Chinois, parce que vous avez dit tout à l'heure dans la conversation que vous, les Chinois, vous les avez vraiment... Oui. Pouvez-vous nous l'expliquer? Parce que nous, c'est quelque chose qui, pour plusieurs, est non perceptible. Non perceptible. Mais dans le fond, je vous explique, avec les changements climatiques, dans quelques années, où au monde, il va rester des terres relativement en bon état et de l'eau potable, de l'eau douce en grande quantité, c'est le Québec. Et c'est entre autres au Témiscamingue où on a beaucoup de terres qui sont non exploitées. Et nous, les Chinois, ils sont venus et ils ont des gros projets. Et là, ils font beaucoup de pression. Est-ce qu'ils ont acheté? Ils n'ont pas acheté encore parce qu'il y a des mécanismes au fédéral qui les empêchent, mais ils se promènent dans les rangs, vont rencontrer ils tentent le terrain et ils préparent le terrain pour venir éventuellement. Ils font beaucoup de représentations et nous, on les appelle entre nous les prédateurs. C'est des prédateurs de terres agricoles et on les voit, on le sent. Et moi, ce que je dis, c'est qu'une terre en friche a toujours le potentiel d'être cultivée à nouveau, mais une terre qui appartient à la Chine risque de plus jamais nourrir de Québécois. Et ça, c'est important qu'on s'en préoccupe maintenant parce que éventuellement, dans un contexte où la population planétaire augmente, où les réchauffements climatiques vont entraîner de plus en plus de défis au niveau de l'agriculture, il faut y penser tout de suite. Qu'est-ce qu'on veut, nous? Et à partir du moment où on produit plus notre nourriture au Québec, on devient dépendant des autres pays. Et ça, c'est inquiétant et c'est même dangereux. D'où l'importance pour vous de la souveraineté alimentaire. D'où l'importance de la souveraineté alimentaire et de s'assurer que ce soit notre relève qui a d'abord accès et avant tout aux terres agricoles pour continuer de développer des entreprises sur notre territoire. Bien, Émilie Lessard-Terrien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.